Au niveau des intervenants, donc moi-même, Jérôme Bonduel, responsable des partenariats chez Layton, je pense que la plupart des adhérents Digital 113 me connaissent déjà. Donc, je suis depuis 6 ans donc, au sein du cluster Digital 113 comme référent sur la partie financement d'innovation. Je représente le cabinet Layton que je vais vous présenter un petit peu en quelques secondes. Je vais essayer de tenter en quelques secondes juste après. Il y a des gens qui se connectent, donc peut-être. Et je vais vous présenter, je vais laisser se présenter plutôt Djeloul Benaïda de Euh, Neftis. donc, je suis le responsable du développement sur la partie, on va dire, dette privée chez Neftis. Je suis chez Neftis depuis le départ, donc je commercialise le produit depuis son lancement en 2015. Donc, on va bientôt fêter les 10 ans du produit Préficir. On intervient de façon un peu originale et je vais expliquer en détail notre positionnement sur le marché. On est à mi-chemin entre ce que vous avez l'habitude en termes d'analyse avec les banques et les fonds d'investissement classiques en equity. Et donc, on opère sur une niche qui est le préfinancement du crédit impôt recherche innovation. Un vrai enjeu, comme tu l'as souligné, dans le contexte économique qui est le nôtre où la trésorerie reste quand même ça reste le nerf de la guerre. Et nous, notre objectif, c'est d'accélérer le financement des entreprises, leur permettre de sécuriser leur trésorerie tout au long de l'année et de continuer à mener à bien ces projets, ces investissements et leur développement. Donc, je vais vous présenter en détail qui est Neftis, nos capacités d'investissement, nos critères et notre- l'objet de notre partenariat également avec Layton pour vous aider à obtenir rapidement et dans les meilleures conditions possibles le préfinancement du CIR. Encore merci pour ta présence. Merci à toi. Je vais donc faire un petit zoom très rapide, donc en quelques secondes pour présenter Layton, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc on a un acteur historique du financement d'innovation, donc du progrès durable plus largement, puisqu'on intervient sur trois verticales, la verticale innovation, la verticale environnementale et la verticale sociale, principalement sur des sujets non dilutifs, donc sur de l'optimisation fiscale. Donc c'est le cas, comme vous allez le voir, avec notamment le CIR, le C2I, le statut jeune entreprise innovante. Mais on peut aussi aller déposer des demandes de subventions auprès de guichets, qui soient nationaux, qui soient européens, et parfois régionaux. Le cabinet aura bientôt 28 ans, on existe depuis 1997. On est présent dans 16 pays, avec un peu plus de 3200 collaborateurs, et pour surtout parler de la France et de la région Occitanie. Donc on a 10 agences réparties sur tout le territoire, très bien représentées en Occitanie, puisqu'on est présent et à Toulouse et à Montpellier. Donc comme je vous disais, c'est aussi pour cela qu'on a rejoint Digital 113 en 2019 pour devenir le partenaire sur le sujet du financement d'innovation. Donc bien sûr, l'agence toulousaine et montpelliéraine est à votre disposition pour discuter de ces sujets, hein, bien sûr sur les financements d'innovation, mais aussi sur les autres sujets que j'ai évoqués juste avant. Un petit focus sur les garanties que propose Layton, qui sont assez différenciantes sur le marché du financement d'innovation, qui sont dans ce contexte aujourd'hui très intéressantes. C'est que pour l'accompagnement CIR, C2I, on a dans nos conventions d'accompagnement plusieurs garanties d'office, donc qui sont le remboursement de nos honoraires au prorata des éventuels redressements qui seraient opérés. On inclut dans nos honoraires les honoraires d'avocats, donc avec notre partenaire qui s'appelle Layton Legal, donc des avocats spécialisés en fiscalité, et plus précisément sur le CIR, le C2I. Et aussi, on a une option qui s'appelle la garantie CIR qui propose de garantir, hein, c'est vraiment le terme, avec un produit assurantiel, nos dépôts de CIR, donc jusqu'à 1 million de CIR déposés par an, je précise, pour un coût donc, de 7% du montant CIR, et ça permet donc de fiabiliser cette ligne-là dans les bilans prévisionnels, de pouvoir être plus serein sur ces déclarations à venir. Bien sûr, on ne peut plus garantir sur le passé, mais sur les prochaines déclarations. Donc la 2024, l'actuelle, peut être encore garantie, et toutes les prochaines. Donc je voulais vous faire un zoom là-dessus. On en parle plus rarement, mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet de pouvoir fiabiliser son CIR, qui est pour certains un enjeu important.
je laisse Djelou présenter Neftis maintenant. Merci. Donc, je vais aller rapidement sur Neftis. Donc, nous, on est une fintech également, une startup dans le domaine de la finance. On a décidé d'avoir un produit innovant et d'avoir également une plateforme de financement pour pouvoir adresser l'ensemble du marché français. Donc, on est localisé à Paris, mais à travers nos différents partenariats, on a un ancrage local qui nous permet d'avoir la possibilité de financer les entreprises, que ce soit à Paris ou en région, et d'avoir le même niveau d'exécution et d'accompagnement. Et ce qui nous a permis aujourd'hui, en bientôt 10 ans d'existence, de financer plus d'1,2 milliard d'euros de financement. Donc, on a injecté 1,2 milliard de trésorerie dans les entreprises. Ça représente plus de 2200 opérations, hein. Donc, c'est à peu près, donc si on prend le rythme annuel entre le moment où on démarre et notre vitesse de croisière, c'est à peu près 300 à 400 opérations effectuées chaque année et des centaines d'audits qu'on opère par l'intermédiaire notamment de Layton. La vocation de Neftis, c'est vraiment d'accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de la start-up jusqu'au grand groupe, et ceci quel que soit leur secteur d'activité également et leur santé financière. Je reviendrai longuement sur notre capacité d'analyse qui sort un peu du champ classique que vous avez peut-être en tête. Et nous, on va vraiment se concentrer sur un élément essentiel, c'est la qualité de la recherche et de l'innovation de l'entreprise, ce qu'on va opérer à travers des sessions de créance. Et nous, ce qu'on va analyser concrètement, c'est la qualité de cette créance, à travers elle, la qualité de la recherche et de l'innovation. On a eu la chance d'avoir plusieurs pourvoyeurs publics au départ qui ont injecté des fonds. On a eu notamment le Fonds européen d'investissement, la Caisse des dépôts, les chambres de commerce qui ont pris leur part de risque et de responsabilité pour nous permettre de décoller et d'avoir un fonds aujourd'hui qui tourne aux alentours de 180 à 200 millions d'euros par an. Ces investisseurs historiques publics se sont retirés et à présent, c'est des investisseurs plutôt institutionnels, des assurances, des mutualistes qui souhaitent donner un coup de main à l'écosystème tech français dans son ensemble et permettre à des entreprises qui peuvent connaître des difficultés passagères d'avoir de la trésorerie assez rapidement, et pour les entreprises qui souhaitent accélérer, de pouvoir donner de la liquidité à un actif aujourd'hui qui existe ou qui va exister lorsqu'il sera déclaré, pour pouvoir continuer à accélérer, ne pas perdre de temps. Et donc, on est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur le lancement du 5e fonds. Donc, et il va démarrer incessamment sous peu. Donc, à la fin du mois, le 5e fonds sera officiellement lancé. Et donc, on a la confiance des investisseurs depuis 10 ans. Et donc, sur les 4 à 5 prochaines années, on aura à peu près entre 150 et 200 millions chaque année à disposition de l'écosystème, sur des tickets qui vont de quelques dizaines de milliers jusqu'à plusieurs millions d'euros. Mais je reviendrai plus en détail sur cet aspect. Merci Djeloul. Donc, pour démarrer ce webinaire donc, avec les actus les plus récentes concernant la fiscalité française, vous avez peut-être vu passer les, dans les informations, on va dire, les principales grandes lignes de ce projet de loi qui est enfin passé avec un 49.3 malheureusement. Mais il est passé, donc on peut au moins savoir, on sait au moins à quelle sauce on va être mangé en 2025, puisqu'on l'a quand même attendu depuis plusieurs mois, cette loi finance 2025. Il y a des choses qui sont plutôt réjouissantes, d'autres beaucoup moins. Donc l'idée, c'est de vous présenter dans le détail ces grosses modifications. On va démarrer par le crédit impôt recherche, qui reste quand même le plus historique et le modèle fiscal le plus utilisé en France pour la recherche. Donc aujourd'hui, le CIR donc, ne va pas être modifié en termes de taux de financement, de remboursement des entreprises. Il reste à 30%. Par contre, il y a eu des rabotages dans pas mal de, de dépenses éligibles, hein, qui sont prises en compte dans le calcul, dans le modèle de calcul du CIR. Le premier, donc, c'est la réduction du taux des frais de fonctionnement, qui était à 43% jusque-là, et qui passe à 40%. Donc ça va forcément, même si on a un CIR ISO à 2024, ça va jouer sur le montant récupéré de CIR sur 2025. Un gros point aussi pour les entreprises qui sont détentrices de brevets, donc les suppressions d'éligibilité des dépenses de brevets, donc qui sont les dépenses de dépôt, mais également de maintenance et de défense des brevets, qui étaient historiquement
inclus dans l'assiette de calcul du CIR disparaissent complètement à partir de 2025. Ça aussi, c'est un point très important, c'est la fin du dispositif jeune docteur. Donc, c'est-à-dire qu'on vient de recruter un jeune docteur ou qu'il y a un jeune docteur encore en activité dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'à la date de vote de la loi, son avantage qu'il représente, donc de jeune docteur, disparaît. Donc le doublement de ses heures au titre du CIR, notamment, qui va avoir forcément de grosses répercussions sur le montant de cire récupéré en fin d'année. Donc ça, c'est aussi une nouvelle plutôt très déplorable, hein, mais on verra donc par la suite s'il y a des modifications. En tout cas, le brevet et le jeune docteur sont bien supprimés du calcul de dépenses d'éligibilité du CIR. On a aussi l'exclusion des dépenses de veille technologique du calcul du CIR, donc tout ce qui est achat de publications, de participation à des colloques, des salons pour faire de la veille technologique ne seront plus du tout pris en compte dans le calcul du CIR. Et également, il y a une petite modification sur la clarification du traitement des subventions publiques. Donc ça, c'est aussi un point important à noter dans ce nouveau modèle de CIR à partir de 2025. Donc comme je précisais pour les statuts jeunes docteurs, ces nouvelles règles donc, s'appliquent aux dépenses engagées dès le lendemain de la promulgation de la loi. Donc ça ne concerne pas, c'est partie de vos questions que vous avez immédiatement, mais ne concerne pas le CIR 2024, mais bien le futur CIR que vous allez déposer euh, à partir de la semaine dernière. À peu près en termes de chiffres, hein, ça représente environ 400 millions d'euros d'économies sur les 7,6 milliards. Ça reste impactant, notamment pour les petites entreprises, mais au global, ça représente 400 millions sur les 7,6 milliards. Donc, il y a un impact qu'on va devoir tous mesurer à notre échelle, mais à l'échelle globale, les économies attendues sont à peu près de 400 millions Mm. d'euros. On va avoir donc aussi les évolutions sur le crédit d'impôt innovation, qui est plus récent que le CIR, et le crédit d'impôt collection, un peu plus anecdotique. Pour rappel, le crédit d'impôt innovation est exclusivement réservé aux PME, donc au sens intracommunautaire, c'est-à-dire moins de 50 millions de chiffre d'affaires, moins de 250 salariés. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il était dans le premier modèle de projet de loi finance, il devait complètement s'arrêter à partir du 31 décembre 2024. Il est prolongé jusqu'au 2027, comme le crédit d'impôt collection. Donc c'est plutôt une nouvelle réjouissante, puisqu'on partait de très loin. En revanche, cette loi finance instaure une baisse de son taux. Il était depuis 2 ans au même taux que le crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire à 30% des dépenses éligibles. Sous forme de déduction de remboursement. Maintenant, il est à 20%, donc dès le 1er janvier 2025. Hein, donc sur la prochaine déclaration au crédit d'impôt innovation, il faudra euh, calculer 20% et non 30% d'intérêt en termes de fiscalité. Le contrôle fiscal, gros focus, hein, que ce soit sur du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation. Attention aux justifications, c'était déjà le cas depuis plusieurs années, mais les procédures de contrôle fiscal liées au crédit d'impôt recherche et innovation sont de plus en plus exigeantes. Et il faudra de plus en plus montrer de la traçabilité, hein, et un niveau d'exigence sur la traçabilité des dépenses engagées qui est importante, surtout sur les frais de personnel, hein, qui représentent la plupart, vu que maintenant il y a plus de dépenses liées au brevet, ou à la veille technologique, ça va être globalement des dépenses de personnel. Il faudra être très vigilant sur le pointage des heures, la, sur aussi la justification des profils qui sont mis à disposition de la recherche et développement dans l'entreprise ou de l'innovation. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte dès maintenant, hein, sur le 2024 et surtout sur le CIR 2025 ou le C2I. On va rajouter un point dessus parce que nous, on a une visibilité quand même nationale. Que ce soit toi ou moi, on a cette visibilité, on voit ce qui est attendu par le centre des impôts et on voit quand même depuis 2 ans des demandes quasi automatiques et systématiques des dossiers justificatifs. Donc il y a des demandes d'information quasi automatiques. Un, pour vérifier que l'entreprise est bien éligible
et peut-être deux pour éventuellement gagner du temps dans les processus de paiement. Donc, préparez-vous en amont, ayez un dossier le plus complet avec l'ensemble des justificatifs pour ne pas perdre de temps dans vos échanges avec l'administration et pour être remboursé le plus rapidement possible. Et donc, ça, c'est un point qu'on peut mettre à ton crédit et à Layton plus généralement. C'est cet accompagnement tout au long de l'année et d'être en mesure, voilà, d'avoir le dossier complet. Et lorsque vous faites votre demande de remboursement, vous êtes en capacité de répondre immédiatement à l'administration. Et les demandes, elles sont quand même nombreuses. Et le personnel reste limité au niveau des SIE. Et le CIR n'est pas une priorité, je le rappelle, pour les centres des impôts. Et ils le traitent en fonction de leur disponibilité humaine. Et en fonction de la période de l'année, il y a plus ou moins de personnes, et notamment la période estivale, où on voit un vrai creux dans les remboursements. Donc, anticipez, préparez-vous en amont. C'est important pour vous, mais aussi c'est important pour nous, en tant que financeurs, d'avoir des dossiers prêts, être déclarés et qu'on puisse aussi gagner du temps dans les délais de remboursement. Complètement. Merci pour la précision. Le dernier point, les deux derniers points même. Alors, il y a aussi il y a peut-être des questions qui se posent chez vous concernant l'IP Box, hein, qui concerne, pour rappel, les entreprises qui ont un brevet ou plusieurs sur leur marché et qui le cèdent ou le concèdent, mais également pour les entreprises du numérique, les entreprises qui ont des solutions SaaS, qui ont de la licence logicielle issue de leur propre développement et qui le commercialisent et qui peuvent donc bénéficier depuis 2020 d'un taux d'IS à 10% sur ce type d'actifs, hein, sur le chiffre d'affaires issu de ce type d'actifs. Donc c'est quand même un avantage important et complémentaire au crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, dont les entreprises bénéficient depuis 2020. Il avait été peut-être il devait être remis en question par rapport au projet de loi initial. Sachez qu'il reste inchangé, donc c'est une très bonne nouvelle. Le taux ne va pas bouger, hein, il devait être remonté, mais au final, il reste à 10%. Donc c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui bénéficient de cet avantage fiscal. Euh, Maintenant, l'avenir nous dira s'il va être prolongé encore les années prochaines, mais en tout cas sur 2025, ça reste un dispositif intéressant à identifier s'il n'est pas déjà mis en place ou du moins à pérenniser dans vos entreprises. Le deuxième point, ça concerne uniquement les entreprises de moins de 8 ans. Donc le statut jeune entreprise innovante euh, est maintenu. Il devait avoir des modifications, mais déjà la première bonne nouvelle, c'est qu'il est maintenu. Maintenant, on a encore des critères d'éligibilité qui restent soumis à un dernier vote. Des infos, des informations qui pourraient circuler. Ça concernerait surtout le taux minimal de R&D pour pouvoir bénéficier du statut jeune entreprise innovante qui pourrait être remonté de 15 à 20% sur le JEI classique. Mais après, il y a d'autres modèles de JEI qui existent. Le jeune entreprise de croissance, JEC, ou le JEIR qui est réservé aux entreprises qui ont plus de 30% de R&D dans leurs dépenses annuelles. Donc à suivre, c'est pas figé. Si vous avez des questions individuellement, bien sûr, on pourra les prendre. Mais sachez que déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il est maintenu. Autant pour les avantages sur les charges sociales patronales que sur la fiscalité locale. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il en faut un petit peu dans cette période de tension sur la fiscalité de l'entreprise. Si vous avez des questions-réponses, je vous propose de les garder ou de les poser sur le chat et qu'on y réponde en fin de webinaire. Moi, j'en ai terminé sur l'actualité fiscale, hein, qui était assez dense, mais au moins maintenant, on a des certitudes et plus de questions sur l'avenir, du moins sur 2025. On va passer donc à la deuxième partie de ce webinaire qui va être consacrée au préfinancement du CIRC2I. Et donc, grâce à la présence de Jelou de, de Neftis, donc, qui va nous expliquer effectivement comment ça fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser dès cette année, si ça n'a jamais été le cas, pour accélérer les projets et obtenir un préfinancement de ces deux dispositifs.
Merci beaucoup, Jérôme. J'ai envie de finir quand même avec une note positive, hein. Toucher mais pas couler. Donc, la French Tech est toujours là, elle continue à se battre. L'écosystème est plutôt résilient. Ce n'est pas la première crise qu'on traverse. Les entreprises ont cette capacité, plus elles sont jeunes ou petites, entre guillemets, d'être agiles, de pouvoir s'adapter aux nouveaux contextes et de voilà, pivoter, s'adapter pour passer cette nouvelle tempête. Les choses sont plutôt... Moi, le point qui me chiffonne le plus à titre personnel, c'est le statut de jeune docteur, Mhm. en espérant que des choses potentiellement peuvent bouger d'ici là, même si dans l'immédiat, il n'y a rien de sûr. On espère que des choses positives vont sortir dans les prochaines semaines. Nous, on continue à avancer sur le sujet. On a eu à nouveau la confiance de nos investisseurs pour continuer à accompagner l'écosystème, l'écosystème tech. C'est-à-dire qu'on y croit, on continue à avancer. Et l'objectif, c'est d'apporter des financements avec le moins de contraintes, à contrario de l'administration fiscale qui essaye de ralentir les processus ou de baisser l'assiette. Nous avons décidé de maintenir nos processus et nos conditions quasiment à l'identique entre chaque fonds, même si le contexte économique a beaucoup évolué avec la baisse des levées de fonds, aujourd'hui un peu avec la baisse du CIR. Nous avons maintenu quand même un certain niveau de 150 à 200 millions d'euros chaque année pour financer les entreprises, de la start-up, comme je l'ai dit précédemment, jusqu'au grand groupe. On a des seuils d'intervention aujourd'hui minimum fixés à 82 000 euros et on est en capacité pour les plus grosses entreprises ou même des biotech notamment, hein, je pense sur les montants affichés, jusqu'à 10 millions Mhm. d'euros qui concernent principalement les biotech, les deep tech. On en a beaucoup aujourd'hui qui sont en train d'émerger, qui font des grosses levées de fonds et qui arrivent à dégager des sommes assez importantes en termes de CIR. Donc on a une capacité extrêmement large d'intervention. Mais notre cœur business reste malgré tout des créances entre 100 et 500 000 euros. Euh, on a décidé également d'être le moins contraignant possible sur les dirigeants de l'entreprise. Donc, tous nos financements se font sans caution personnelle ni assurance sur le dirigeant. Donc, là aussi, c'est pour gagner du temps. Et gagner du temps pour vous, c'est gagner de la trésorerie. C'est des gains de trésorerie qui se chiffrent en mois, entre 6 et 18 mois. Pour le cas d'une créance 2024 qui est déclarée ou qui va être déclarée prochainement, c'est des gains entre 6 et 8 mois en termes de trésor, entre le moment où vous êtes financé et le moment où vous êtes théoriquement remboursé. Et pour les CIR 2025, on a la chance de pouvoir financer le CIR 2025 au fil de l'eau. C'est-à-dire là, vous pourrez bénéficier d'un financement, par exemple, trimestriel ou semestriel 2025. Et là, les gains peuvent se chiffrer jusqu'à 18 mois. Je n'ai pas mentionné le fait qu'on finance également les ETI, hein. Ce qu'on appelle ETI chez nous, c'est les entreprises qui ne respectent plus le cadre européen d'une PME. Et donc, on peut être une petite entreprise adossée à un grand groupe ou avec un actionnaire qui a plus de 25% et qui vous fait perdre votre statut de PME. Là aussi, les gains sont encore plus importants, de quelques mois jusqu'à plusieurs années. Et là aussi, les conditions sont également identiques. Et on a beaucoup d'ETI aussi qui nous sollicitent parce que les tensions de trésorerie sont importantes au sein des entreprises. Même les grandes entreprises qui ont plusieurs millions d'euros de CIR, c'est des gains qui sont non négligeables pour elles. Et lorsqu'on a 2 ou 3 millésimes de CIR, ça peut être intéressant et impactant dans l'histoire et la trajectoire financière de l'entreprise. Notre solution, elle est simple et intuitive. On a souhaité avoir un processus 100% en ligne, dématérialisé, des processus en ligne entre 15 et 30 minutes pour compléter un dossier de bout en bout. Et ceci va nous permettre deux choses: pouvoir gérer un flux important de dossiers, d'avoir de la visibilité, nous, mais également vous, pour savoir où vous vous situez dans ce processus. Le fait qu'on ait une solution identique pour toutes les entreprises ne nous empêche pas d'avoir un financement sur mesure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adapter à chaque situation, parce que chaque entreprise est différente, et on va essayer de pouvoir nous adapter, que ce soit sur les conditions ou sur les délais d'instruction. Et s'il y a vraiment une urgence, lorsque vous avez la chance d'être accompagné par Layton, on a eu des situations où la vie de l'entreprise était en jeu et on a pu faire des processus de bout en bout en moins d'une semaine, entre le moment où l'entreprise dépose sa demande et le moment où elle reçoit effectivement les fonds. Donc, en fin de mois, il faut payer des salaires. On est en capacité de le faire. Ça, c'est grâce à notre partenariat.
Et je vais terminer sur la dernière slide, grille d'analyse novatrice et un peu révolutionnaire. On va passer sur la prochaine slide si tu le veux bien. Là, c'est notre point de différenciation. Donc, si vous avez l'habitude d'échanger avec des banques ou des investisseurs, vous avez un certain nombre de ratios, de métriques financières en tête, et vous allez vous poser la question, est-ce que je respecte, oui ou non, les critères financiers? Et donc, je vais répondre très simplement à cette question qui m'est souvent passée, mais quels sont les critères aujourd'hui sur la partie financière? Pour faire simple, on n'a aucun critère d'ordre financier. Donc, la première question qui vous est posée, quel est votre niveau de fonds propres? Donc, vous allez voir BPI ou une banque. La première question, c'est quel est votre niveau de fonds propres? Nous n'avons aucune exigence en termes de fonds propres. Qu'il soit positif, nul ou négatif, ce n'est pas un sujet pour nous. On est une deep tech, on est une start-up, on ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires ou on n'en fait pas du tout lorsqu'on est une biotech. Ce n'est pas un sujet pour nous également. Est-ce que vous avez des capacités de remboursement? Ce n'est pas notre sujet. Est-ce qu'on va regarder le ratio d'endettement? Beaucoup d'entreprises ont sollicité des PGE, elles ont encore beaucoup de PGE à rembourser et elles vont se poser la question, est-ce que j'ai les bons ratios d'endettement? Là aussi, vous pouvez être au maximum de vos ratios d'endettement, ce n'est pas un sujet également pour nous. Le nouveau critère à la mode depuis 2 ans, c'est la rentabilité. C'est important d'être rentable. Mais lorsqu'on est une entreprise innovante ou une deep tech, l'enjeu principal, c'est de développer une technologie et pas forcément d'être rentable. Et une biotech n'a pas vocation à être rentable. Une biotech, sa vocation, c'est d'avoir un produit à mettre sur le marché et potentiellement s'adosser à une big pharma ou être revendu. Mais la rentabilité ne fait pas partie de son ADN. Et là aussi, on ne va pas regarder le niveau de rentabilité. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, 100% quasiment de nos entreprises perdent de l'argent. Pour une raison très simple, c'est qu'on nous, on finance des créances qui sont remboursables par l'administration fiscale. Et quand bien même l'entreprise serait rentable, alors elle aurait suffisamment de déficit reportable qui viendrait annuler l'IS et nous, on sera en capacité à ce moment-là de financer également l'entreprise. Donc, à partir du moment où vous avez un remboursement égal ou supérieur à 82 000 euros, on est en capacité d'accompagner l'entreprise. Donc là, la première question, est-ce que vous avez des critères sur la partie financière? On n'en a aucun. Donc là, on va pouvoir avancer. On a quelques critères, bien évidemment, mais extrêmement souples. Dans la slide, il est mentionné un CIR ou un C2I cumulé égal ou supérieur à 100 000 euros. On préfère, notamment sur les CIR 2025, pour que ça soit économiquement intéressant pour nous, mais surtout pour l'entreprise. Mais si vous avez un CIR échu ou quasi échu, c'est-à-dire qui va être déclaré prochainement ou déjà déclaré, à partir de 82 000 euros, on peut avancer. Il faut que l'entreprise ne soit pas redevable de l'IS. Soit vous avez un IS nul, soit vous avez suffisamment de déficit reportable pour annuler cet IS. In bonus, ça veut dire que l'entreprise n'est pas dans une procédure collective, ça veut dire en redressement, procédure de sauvegarde, au pire en liquidation judiciaire. Vous soyez in bonis, c'est-à-dire sans procédure, vous pouvez être en procédure de conciliation en mandat ad hoc. À ce moment-là, nous, on va regarder la situation au cas par cas. On ne va pas vous dire non dès le départ, mais au cas par cas, on va regarder la situation et on vous donnera l'autorisation ou non de poursuivre le processus sur la plateforme. Deuxième point, la seule contrainte financière aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il y ait une continuité d'exploitation sécurisée jusqu'à la déclaration du CIR. Donc, si la créance est déjà déclarée, c'est un sujet qui ne nous intéresse pas. Par contre, si la créance n'est pas encore déclarée, notamment pour la créance 2024 ou pour une créance 2025, nous, on va analyser la trésorerie de l'entreprise. On va regarder les ressources et les emplois en se posant une question très simple. Est-ce que l'entreprise va faire défaut dans les prochains mois ou dans les 12 prochains mois? Et ceci en intégrant le préfinancement comme une ressource sécurisée. C'est-à-dire, quand bien même vous serez, par exemple, vous êtes short cash de 2 mois par rapport à la date théorique de votre déclaration et que le préfinancement vous fait gagner 5, 6, 7 mois en termes de trésorerie, à ce moment-là, on va regarder l'entreprise avec un œil différent en intégrant cette sécurisation du CIR. On offre la possibilité à l'entreprise d'avoir une continuité d'exploitation au-delà de la date de cette déclaration du CIR. Point important, et là, nos experts, c'est Layton. Il faut qu'au moins 80% du CIR ou du C2I soit validé
par nos experts dans la phase d'audit. Et je reviendrai un peu plus longuement sur cette partie-là. Sur les modalités financières. Point important, gardez-le en tête, tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant sur les critères financiers, vous allez pouvoir retrouver ces éléments-là sur neftis.fr. Donc, on a un simulateur à disposition qui vous permet en 5 secondes et 2 clics d'avoir une idée précise du montant financé et du coût associé. Donc, les conditions, comme elles sont identiques à toutes les entreprises, les conditions d'entrée seront les conditions de sortie au moment où votre demande de préfinancement est acceptée par notre comité d'investissement. Donc, on finance l'entreprise en 3 temps. Dans un premier temps, on va financer le CIR à hauteur de 92,5% du montant sécurisé notamment par Layton. Ensuite, on va ajouter un deuxième paiement et un deuxième financement au moment où on est remboursé effectivement par le SIE. Donc, on récupère 100% de votre CIR, on garde 92,5% pour nous, 5% on vous les restitue et 2,5% de votre CIR va aller dans un fonds de garantie qui est là pour nous couvrir des éventuels risques de redressement ou d'impayés de l'administration fiscale. Et cette retenue elle vous sera restituée au moment où le fonds arrivera à échéance en 2029. Donc, si vous nous sollicitez pendant plusieurs années, l'ensemble de ces retenues seront bloquées dans le fonds et vous seront restituées au moment de la liquidation du fonds. Et la question que vous vous posez, ça coûte combien, Djeloul, toute cette histoire? Ça va vous coûter 2 choses. Ça va vous coûter des frais financiers et des frais de dossier. Sur les frais financiers, là aussi, pas de surprise. C'est annoncé publiquement. On est sur un taux de Euribor 6 mois plus 4,75%. Calculé sur la durée de portage, c'est-à-dire la durée entre le moment où on débloque les fonds et le moment où on est remboursé effectivement par l'administration fiscale. Et on va ajouter des frais de dossier qui représentent à peu près 1% du montant de la créance cédée. Il y a potentiellement des frais d'audit. Si vous êtes accompagné par Layton, les frais d'audit sont ramenés à 0 parce qu'ils font partie de la prestation de conseil de Layton. Et si vous n'êtes pas accompagné par Layton, à ce moment-là, il y aura des frais d'audit qui viendront s'ajouter aux frais totaux ou global de l'opération. Et ils vous seront annoncés par devis. Donc, si vous avez la chance d'être accompagné par Layton, c'est pris en charge dans le cadre de notre partenariat. Et dans le cas contraire, Layton ou quelqu'un d'autre nous fera un devis d'audit et à ce moment-là, on vous le présentera. On va passer à la prochaine slide. Donc, comme je vous l'ai présenté précédemment, la première étape pour toutes les entreprises, c'est d'effectuer une simulation sur la plateforme. C'est important pour nous que l'entreprise puisse avoir une connaissance pleine et entière du coût de l'opération et du processus. À partir du moment où vous avez une idée du coût de l'opération, vous pourrez décider de poursuivre ou d'arrêter le processus. Si vous souhaitez poursuivre le processus, vous allez compléter le dossier en ligne. Une fois que le dossier est complet, le dossier est traité et présenté en comité d'investissement. Donc, on a un comité hebdomadaire. Donc, tous les jeudis matins, excepté le 15 août, Nouvel An et Noël, on a un comité. Donc, on tient à peu près 48 comités par an. Pourquoi autant de comités? Parce qu'on sait que des situations d'urgence peuvent se présenter à nous et on ne peut pas se permettre d'avoir moins de comités et d'avoir un flux continu et pour pouvoir répondre aux exigences de trésorerie, parce qu'on sait que la trésorerie, ça reste le nerf de la guerre. Une fois que votre demande est acceptée, vous recevez une proposition de financement. Cette proposition, c'est un copier-coller de votre simulation. Si vous êtes accompagné par Layton, donc le devis est ramené à 0. Et si vous n'êtes pas accompagné par Layton, on vous présentera un devis d'audit. Et c'est uniquement au moment où vous avez le devis d'audit entre vos mains que vous pourrez décider de poursuivre ou d'arrêter le processus. Donc jusqu'à la 3e étape, le processus est non engageant pour l'entreprise et il n'y a aucun frais à supporter par l'entreprise. Si vous acceptez ce devis, c'est-à-dire que vous êtes d'accord pour poursuivre le processus en connaissant l'ensemble du coût de l'opération. À ce moment-là, Layton reprend la main, effectue un audit, nous remet un rapport sur la plateforme que vous validez et ensuite on passe à la dernière étape qui est la signature électronique des contrats et le déblocage des fonds. Donc la durée moyenne est compris de l'ensemble du processus est compris entre 3 et 5 semaines. 3 semaines si vous êtes accompagné par Layton et 5 semaines si vous ne l'êtes pas. J'ai oublié de mentionner un dernier point sur la partie financière que j'ai oublié de mentionner précédemment, c'est que l'ensemble
des coûts de l'opération seront précomptés du premier versement de 92,5%. Donc, vous n'aurez aucune mensualité à supporter durant tout le processus. Et au moment où on est remboursé par l'administration fiscale, on va récupérer l'avance de trésorerie ainsi que l'avance de frais. Donc, et au moment où vous recevez votre financement est net de frais et vous en disposez comme bon vous semble. Je finis sur cette partie-là. Je donne un exemple rapide sur un financement notamment 2025 en germe. Je vous laisserai potentiellement, je ne sais pas si on transmet les slides ou pas. Si on les transmet, vous pourrez regarder la simulation. C'est une simulation classique qu'on peut faire sur la plateforme. Sur le 2024, il n'y a pas de sujet. Vous allez recevoir un financement en une seule tranche. Et sur les CIR 2025, vous pouvez recevoir un financement en plusieurs tranches. Et là, vous avez un exemple d'une entreprise qui nous cède un CIR 2025. Souvent, au mois de juillet, août, l'entreprise nous sollicite parce que c'est la période un peu creuse où elle va consommer beaucoup de trésorerie et elle a besoin de cash pour redémarrer le dernier trimestre ou les 2 derniers trimestres 2025. À ce moment-là, on fait un premier financement de tout le CIR entre le 1er janvier et le 31 août. Et au mois de janvier, on sera en capacité de faire le reliquat. Et là, dans la simulation, vous pouvez voir, la partie bleue, c'est l'avance de trésorerie nette de frais. La partie jaune, ça correspond aux frais financiers de l'opération. La partie orange claire, ça représente la retenue de 5% qui vous est restituée au mois d'octobre de l'année N+1. Et enfin, le petit bout rouge, c'est la retenue collective qui est mobilisée dans le fonds de garantie. Un exemple concret, une grosse PME d'une centaine de salariés qui a connu des déboires, notamment par rapport à un client qui a fait défaut et qui a mis en danger la santé financière de l'entreprise et qui pouvait se retrouver dans une situation de cessation de paiement. C'est un exemple concret de son niveau de trésorerie. Donc la partie rouge, c'est la situation et l'évolution de la trésorerie de l'entreprise sur les 12 prochains mois. C'est 2019, c'est un cas emblématique et j'aime bien le présenter. Entre juin 2019 et juin 2020, l'entreprise voit sa situation de trésorerie se dégrader. Les banques, dans la situation qu'elle a connue, n'ont pas souhaité l'accompagner, pas de financement de court terme, pas de mobilisation. Elle s'est retrouvée dans une situation de quasi-cessation de paiement. Elle avait la chance d'avoir un conseil qui connaissait bien le dirigeant et qui lui a présenté notre solution de façon fortuite. Et le dirigeant a dit, mais c'est impossible qu'il me finance parce que personne ne peut me financer, ma trésorerie est à mal, j'ai une baisse de chiffre d'affaires, tous mes ratios sont dans le rouge, mais si une banque ne peut pas faire, personne ne peut faire. Nous, on n'a pas regardé la situation de l'entreprise, on a regardé, la qualité de la recherche, le montant de la créance qui était d'à peu près 1 million d'euros, et on a intégré dans notre simulation le million d'euros en termes de trésorerie. Et on a vu qu'avec un préfinancement du CIR, la trésorerie de l'entreprise se retrouvait dans une situation positive sur les 12 prochains mois. Donc, elle passait de 700 000 avec un plus bas à 20 000 et qui remontait progressivement vers les 200 à 250 000 euros. Donc, nous, dans cette situation-là, on a regardé l'entreprise, on s'est dit comment on peut la sauver. Est-ce que notre financement est suffisant pour lui permettre d'aller jusqu'à la déclaration de son CIR? Donc, au mois de mai 2020, on a fait notre analyse. L'entreprise répondait à nos standards. 4 semaines plus tard, elle avait le financement, elle nous a remerciés et elle a pu pérenniser son activité et sauver surtout, on a pu sauver 100 emplois industriels. J'insiste là-dessus, c'était une PME industrielle. Et je vous ai tout dit. Les cas emblématiques qu'on rencontre, c'est amélioration de la trésorerie. Vous avez une levée de fonds et vous avez besoin de bridger cette levée de fonds. Vous avez trop de trésor. Vous voulez vous présenter dans la meilleure situation possible auprès des investisseurs. On vous injecte un préfinancement, vous améliorez votre trésorerie, vous vous retrouvez dans une meilleure situation vis-à-vis des investisseurs. Cas qu'on rencontre de plus en plus sur les 2 dernières années, blocage du remboursement. Vous êtes face à un blocage, vous n'avez pas de son, pas de lumière de la part de votre SIE, vous voulez avoir de la visibilité, à ce moment-là, vous préfinancez votre CIR et au bout de 4 à 5 semaines maximum, vous avez votre financement. Cas emblématique qu'on aime bien aussi, ça fait plaisir aux investisseurs, en tout cas nos investisseurs, c'est que vous augmentiez votre part de R&D, vous accélériez vos projets de recherche. Fiabiliser votre cash flow prévisionnel, ça c'est pour les directeurs financiers, ça vous permet d'avoir de la visibilité. Et dans le cadre d'un partenariat avec Layton, d'avoir un suivi de votre dossier au fil de l'eau
Au lieu d'arriver en fin d'année et demander un chiffrage et la constitution du dossier, le fait de préfinancer votre CIR, ça nous permettra d'avoir 2 ou 3 audits durant l'année. Et à chaque étape, on va faire un chiffrage et on va constituer au fur et à mesure le dossier technique. Donc, vous gagnez du temps, vous le déclarez rapidement, vous obtenez un financement et en cas de demande d'information de l'administration, vous êtes prêt à fournir un dossier clé en main et que remboursement plus tôt, moins d'intérêt pour vous et un remboursement rapide pour nous et du cash qu'on peut réemployer pour d'autres entreprises. Et je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, c'est le moment ou À votre jamais. disposition. Il y avait une question dans le chat. C'était le statut JEU est-il maintenu? Jeune entreprise universitaire. Il est maintenu puisqu'il fait partie intégrante du JEI. Maintenant, encore une fois, on attend des réponses sur les modalités par rapport, par rapport à voilà. Le fait qu'il soit maintenu, c'est bon, mais on n'a pas de certitude sur les modalités de ces statuts. Mais on les transmettra forcément à Digital 113, au TMIE, pour compléter ce webinaire ce matin. Après, si d'autres personnes ont des questions, N'hésitez pas, c'est un micro ouvert. ouvrez vos micros et n'hésitez pas à la poser. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a été plutôt clair. Plutôt bon signe. Voilà. Tu peux mettre la slide suivante peut-être avec nos coordonnées. Je vois que j'ai mis La dessus, mis et je la rajouterai. Oh, ok. Merci, c'est très clair. Et j'ai dit qu'on partagerait les slides. Donc, Oui. il y a aussi, voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, je pense qu'on a été plutôt clair. On a dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, notre objectif, c'était d'être dans une optique informationnelle. On est dans un contexte mouvant. On essaye de s'adapter également à ce contexte-là, que ce soit nous ou les entreprises. Mais j'ai confiance dans notre résilience mutuelle. Et les projets, il y en a partout. Et les entrepreneurs ont confiance, en notre confiance en tout cas. Et nous, on est ravis de vous accompagner. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis toujours ravi d'avoir des entrepreneurs. Ils me racontent leur vie, leurs projets. On sent qu'ils mettent toute leur vie dedans. Et on vit un peu par procuration votre aventure et on est ravis de vous accompagner dans cette optique. Exactement. Par curiosité, sur la loi de finances, là, vous savez, vous avez des idées de ce qui va se passer l'an prochain ou ça a déjà été suffisamment douloureux, comme tu l'as dit, sur cette C'était assez année, pour anxiogène. savoir pour pas trop savoir ce que ça va donner l'an Non, prochain. la fin, C'est un test un peu cette année, quand même. la fin d'année 2024, elle a été anxiogène pour tout le monde. On ne savait pas du tout sur quel pied danser. Là, on a des certitudes sur 2025, ou presque à 90%. Comme on l'a dit, comme l'a bien dit Jay Luther, rien n'est figé. On a vu par le passé que parfois des taux remontent, baissent, des nouveaux dispositifs existent. On a vu en 2020, en pleine crise Covid, l'apparition d'IPbox, qui est quand même aujourd'hui un moyen pour beaucoup d'entreprises, notamment dans le numérique, qui proposent des solutions SaaS ou logiciels, d'avoir un autre relais d'économie fiscale. C'est vraiment aujourd'hui une réussite. On voit aussi avec les statuts jeunes entreprises innovantes. Ça a été longtemps que le statut GUI qui existait. On en a créé d'autres pour pouvoir s'adapter aussi à des entreprises plus petites, des entreprises effectivement qui ont des croissances très rapides, qui sont plus récompensées que celles qui ont une croissance plus lente. On se rend compte que ça évolue, ça évoluera toujours dans le but et on l'espère, d'aller dans le bon sens, de récompenser justement les entreprises de toute taille, pas uniquement les grandes, de récompenser, de challenger aussi l'innovation dans nos belles entreprises françaises. Et je pense que on fera le bilan dans un an, Simon, mais je pense que effectivement, Ouais, il y aura du changement et peut-être positif, on le souhaite. Ouais. Et du coup, Je t'en prie. pour vous, mais donc là, vous avez parlé de préfinancement CIR, C2I, sur la partie subvention. On travaille dessus. Je ne peux pas en dire plus, mais on travaille sur. Faire un peu de pas- teasing, si tu Voilà. veux. Ça sera l'occasion de revenir une deuxième fois sur Toulouse pour D'accord. vous présenter le sujet. Mais gardez en tête que c'est un sujet qui revient de Ah ouais. façon récurrente. Les enjeux sont aussi importants, si ce n'est plus important que le CIR. On s'est concentré sur le CIR, mais on travaille sur le sujet. Mais il y a tellement de subs. On va essayer d'en cibler quelques-unes et les plus impactantes pour les startups et les PME.
Alors, d'une part, il y a deux sujets. Il y a celles qui sont les subs à 35, 50, 70, là, Oui, et les subs à 100%, mais avec des décaissements merdiques. exact. Pardon, décalés dans le temps. Et la confiance de nos investisseurs, on l'a gagnée sur les 10 dernières années. Notre expertise, elle est montée. Et donc, on va essayer de dupliquer le même processus sur les subventions. Mais c'est plus complexe. Le sujet, beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, c'est plus complexe parce qu'il est régional, il est national, il y a aussi des enjeux européens. Et donc, nous, notre objectif, c'est pas de se disperser, c'est d'être ciblé et d'apporter le maximum de valeur sur la nature des subventions qu'on va apporter, et notamment les subventions à 100% et qui mettent du temps pour être payées. Ce qui est bien, c'est que l'État est un bon payeur. On est certain d'être payé, mais à un horizon temporel qui reste toujours incertain et anxiogène pour les entrepreneurs. J'ai d'autres questions. Y a-t-il des fonds d'investissement associés à Layton? Et après, autre question, alors je ne sais pas si vous répondez en même temps, c'est la même personne. Est-ce qu'il y a une infime chance que le statut doctorant soit rétabli comme la TVA pour les auto-entrepreneurs? Y a-t-il des lobbyistes en cours? Pour répondre à la première, hein, pour bien comprendre la question, est-ce que Layton est financé par des fonds d'investissement? Non. Des fonds d'investissement partenaires, oui. On peut, si c'est une question par exemple intéressée dans le cadre d'une levée de fonds, on peut effectivement mettre en relation la personne avec des fonds d'investissement partenaires. Et la seconde, on en parlait tout à l'heure, et effectivement, c'est On travaille, un sujet, le ouais. statut jeune docteur. On entend du statut doctorant, moi je pense qu'on parle du statut jeune docteur pour être précis. Effectivement, rien n'est figé dans le temps. C'est une grosse perte, hein, pour la formation universitaire. On a plus de 15 000 docteurs qui sont diplômés chaque année. Le statut jeune docteur était un gros vecteur pour faire la passerelle entre le monde universitaire et le monde professionnel, comme la thèse CIFRE, hein, qui, elle, pour l'instant, est maintenue. Donc, effectivement, ça va être une grosse perte. C'est pas impossible qu'avec un peu de lobbying, de la pression de la part aussi Tout le des monde syndicats professionnels, des entreprises, ça change. En fait, tout le monde s'est emparé du sujet. Toujours le même principe, c'est celui qui fait le plus de bruit qui arrive à obtenir gain de cause. En tout cas, des gens au sein du gouvernement poussent, des députés également poussent, l'écosystème également pousse, et même le monde académique dans son ensemble qui pousse. La question, c'est est-ce qu'on va obtenir gain de cause cette année ou l'année prochaine? Aujourd'hui, personne ne sait, n'en sait plus. Partant du principe qu'on a perdu le statut pour cette année, on va faire avec et on va continuer à pousser. Il ne faut pas arrêter parce que c'est pas un combat perdu. Il faut continuer à se battre et tout le monde y met du sien. Et n'hésitez pas à chaque publication sur les réseaux sociaux, notamment à soutenir les personnes qui prennent la parole et qui défendent cette juste cause en tout cas. Et pour petit rappel, au-delà de l'avantage que représentait fiscalement l'embauche d'un postdoc, ça reste un gros indicateur de R&D qui est très surveillé par l'administration fiscale, qui est aussi un indicateur pour Neftis, pour Layton, de fiabilité de l'innovation au sein de l'entreprise. C'est aussi recruter quelqu'un qui est aux pointes de l'état de l'art sur sa discipline, qui peut amener énormément de connaissances à l'entreprise, d'aller sur des terrains encore inconnus. Donc, il faut pas arrêter de recruter des docteurs du jour au lendemain parce qu'il n'y a plus de statut jeune docteur. Et ce sera valorisé dans tous les cas. Ça reste une typologie de poste qu'on peut vraiment valider encore avec le CIR, hein. Oui, Ils sont 2024. très largement impliqués dans l'obtention du CIR dans les entreprises. Donc, Et tu le rappelles parce que dans notre formulaire en ligne, une des questions, c'est est-ce qu'il y a des jeunes docteurs? Et le nombre de jeunes docteurs, c'est un indicateur pour nous à avancer. Ouais. On va maintenir la question malgré tout, hein. Elle dit que parce que ça avait été rétorqué au Sénat, quoi. Le combat n'est pas le perdu. combat n'est pas perdu. Et Voilà. on l'a vu par le passé, il peut être long. Et parfois, on peut revenir en arrière sur des décisions. Voilà, comme pour le C2I. Exactement. Voilà. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bah, c'était intéressant en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, de votre présence. N'hésitez pas, on va vous envoyer également nos coordonnées si vous avez besoin de plus d'infos pour initier une demande ou pour des demandes de conseils de la part de Layton. On sera ravis de vous répondre.
passer par vos interlocuteurs, Digital 113, TMIE, on sera disponible avec grand plaisir. Ils feront le lien. Merci. Merci à tous pour Merci à tous. votre présence, votre participation et à bientôt. À bientôt. Au revoir.